De retour dans l'Africa Newsroom, notre éditorialiste Daouda Tal est toujours avec nous, ainsi que notre invité journaliste Joseph Pouloulou. Et une nouvelle invitée nous a rejoint. Il s'agit de Reka Madougou, expert international en finance inclusive. Bienvenue. Merci. Merci d'être avec nous. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Est-il possible de vivre en milieu rural et de ne pas dépendre des grands centres urbains? Les populations du district de Lwingi, dans le département du Poul au sud du Congo, expérimentent une forme de décentralisation. Grâce à des financements locaux, des agriculteurs, des éleveurs développent au quotidien leurs activités et deviennent ainsi de plus en plus autonomes. Est-ce que cela va favoriser l'autosuffisance alimentaire dans le pays? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant Prince Bafolo. Sortir les populations de la dépendance de l'aide, cela est possible en Afrique. Plein de volonté, les habitants des campagnes manquent souvent de moyens financiers et matériels pour développer leurs activités et s'épanouir. Pourtant, avec un peu d'engagement, la vie des paysans pourrait bien changer de façon positive. Le district de Lwingi, dans le département du Poul, au sud du Congo, est un exemple du développement local par les citoyens eux-mêmes. Paralysé par des conflits armés, le département se relève peu à peu. Avec le soutien de l'ONG Niusi, qui travaille sur la sensibilisation et la formation, un comité pour le développement de Lwingi s'est créé. Selon un plan d'action de 5 ans, les 12 groupements du district expérimentent le PADEL, Projet Agriculture pour le développement local. Objectif, permettre au district d'être autonome. Constitué de représentants de 56 villages que compte ce district, ce comité a identifié des besoins et réfléchi sur des stratégies pour développer leur environnement immédiat à partir de ces richesses. Les besoins sont identifiés à partir d'un diagnostic territorial. Et lorsqu'on a identifié les besoins, on fait une restitution auprès du comité de développement local qui est le représentant des acteurs, mais qui fait la priorisation de ces besoins-là. C'est-à-dire qu'il y a tellement de besoins à combler qu'on ne peut pas les combler en 5 ans, parce que l'outil prend 5 ans. Alors le plan de 5 ans fait de la priorisation des besoins, mais aussi de la priorisation des solutions. Joséphine Kieila, 45 ans, est habitante de Lwingi. Avec sa famille, cette veuve ne vit que de la pisciculture et de l'élevage. Grâce au projet, son activité se développe. Son poulailler compte aujourd'hui 1000 pondeuses contre un peu moins de 500 il y a 3 ans. Production journalière, 30 palettes, soit 112 500 francs CFA jour et 787 500 la semaine. Ces 8 étangs sont vidés tous les 6 mois. Chaque étang fournit en moyenne 200 kg de poissons, soit 400 000 de revenus à raison de 2000 le kilo. Cette activité nous soulage vraiment. Elle nous donne de l'avantage. Car avec ça, nous sommes libres de réaliser d'autres projets que nous n'aurions jamais pu mettre en place. À 6 km de Lwingi se trouve Kiazi, ferme pilote, un centre qui alimente en produits de bétail le reste du district. À la place centrale de Lwingi, cette boutique propose ses produits. Mais la faible production de maïs influence celle du produit. C'est tout un problème, surtout à ce niveau. Pour avoir de l'aliment là, c'est très dur et difficile. Il faut aller à Brazzaville, parfois tu vas 2-3 jours aussi, tu n'en trouves pas. Et il faut repartir encore pour aller trouver de l'aliment. Cette boutique qu'on parle là, c'est une boutique qui existe bien, mais il y a eu un peu de faillite. Il y a eu un moment où il n'y avait vraiment plus rien. Bon, c'est là où on parle, là, c'est là où on a vu quand même, on a déposé quelques sacs là. Bon, je ne sais pas si ça va continuer, si ça va persister, on ne sait vraiment pas. Le gouvernement congolais a lancé depuis 2009 le Fonds de soutien à l'agriculture. Sa principale mission est d'apporter un accompagnement matériel ou financier aux porteurs de projets. Mais 6 ans après sa mise en place, son impact peine à être visible. Vous savez, quand le budget est voté, nous avons un comité de direction qui adopte notre budget. Mais entre le moment de faire voter un budget et le moment d'avoir la ressource, il se passe un temps. Or, ce n'est pas toujours évident de se faire payer le mois de janvier. Donc, à l'actif, au nombre de difficultés, parce que vous me posez la question sur les difficultés, je peux rajouter le fait que nous ne recevons pas toujours la subvention
en rapport avec le calendrier de nos bénéficiaires. Donc cela pose problème parce que si nous recevons la subvention en fin d'année, alors que l'activité aurait pu commencer 4, 5, 6 mois plus tôt, cela pose un problème à tout le monde. Pour accompagner les paysans, la Caisse féminine, une institution de microcrédit, a décidé de s'installer dans le district de Lwingwi depuis janvier 2012. Grâce à des fonds internes constitués de l'épargne de ses adhérents, 111 crédits ont été accordés aux paysans, soit un montant global de 87 552 645 francs CFA. Selon le directeur de la Caisse féminine, ces crédits sont aujourd'hui remboursés sans trop de difficultés. Les populations de Lwingwi et des districts avoisinants retrouvent peu à peu leur autonomie dans le temps. Ils peuvent consommer ce qu'ils produisent et vivre de leur activité. Un développement local qui est le résultat d'une décentralisation bien comprise par les populations. Avant, les décisions venaient de Brazzaville, mais maintenant on leur dit vous êtes responsable, on peut dire, responsable de votre propre développement, d'une certaine manière. Donc on leur dit il faut d'abord leur enseigner ce nouveau contexte. C'est quoi ce contexte de décentralisation? C'est quoi la responsabilité des conseillers? C'est quoi la responsabilité du député? C'est quoi le rôle du sous-préfet? C'est quoi le rôle du conseil départemental? Et eux, en tant qu'acteurs à la base, quel est leur apport? Pour faire le point des activités et des actions à mener, le comité de développement local de Lwingwi se retrouve régulièrement. Aujourd'hui, le bureau définit les priorités de la prochaine réunion. Daniel Matimuna est le président de ce comité. Satisfait des activités et de la prise de conscience des populations, il tient à nous montrer une pépinière que l'un des groupements a relancée après avoir cessé ses activités à cause des conflits armés. Quand le tracteur est arrivé, c'est à peine quelques individus qui ont vécu l'expérience ailleurs, tels qu'à Mati, dans la partie nord de notre région, et puis ailleurs, par exemple dans la Bouenza, ce sont ceux-là qui se sont intéressés. Mais quand la population locale a vu le travail fait par le tracteur, mais les demandes sont là, Donc c'est dire que la population a compris que la prise en charge par elle-même, c'est vraiment la solution. Reste que ces efforts méritent d'être accompagnés par les pouvoirs publics. À Lwingwi, comme dans bien de districts du pays, les populations possèdent la méthode nécessaire pour exploiter les étangs, les potagers ou les pépinières. Seulement voilà, elles ne disposent pas de moyens financiers. L'État qui possède ces ressources n'appuie pas suffisamment ces paysans qui ne demandent qu'à être soutenus et encadrés. Apporter efficacement de l'aide à cette catégorie de citoyens serait un investissement à long terme qui s'inscrit dans le cadre du développement durable et de l'atteinte à l'autosuffisance alimentaire. Madame Madougou, est-ce que la décentralisation est primordiale pour la survie des populations locales, rurales ? Absolument, la décentralisation est l'un des leviers essentiels pour l'autonomisation et la prise en charge des populations locales par elles-mêmes. Nous venons de suivre d'ailleurs un exemple formidable de développement endogène au Congo. Mais cela interpelle quand même plus d'un sur le défi majeur en termes d'autonomisation des populations rurales. Vous savez, le continent aujourd'hui est quand même l'espace géographique au monde qui détient 60% de terres non cultivées et 37% de terres arables, ce qui suppose qu'effectivement on peut atteindre la sécurité alimentaire sur le continent, voire au-delà, c'est-à-dire que l'Afrique aujourd'hui est peut-être considérée comme le grenier du monde, mais cela appelle un défi essentiel qui est l'implication, quel est le rôle que les pouvoirs publics peuvent jouer, mais en même temps en lien avec d'autres acteurs économiques. J'ai suivi dans ce reportage par exemple l'initiative de l'État congolais en ce qui concerne le fonds de l'agriculture. Et je voudrais dire que j'espère que ce fonds de l'agriculture met en place les appuis en matière de crédit. Qui pour l'instant est un échec, 6 ans après sa mise en place. Justement, c'est pour ça que je voudrais en parler, parce que j'ai été pendant près de 5 ans ministre en charge de la microfinance et de l'emploi des jeunes et des femmes au Bénin. Et je puis vous dire que de telles initiatives en matière de microfinance ont pu réussir au Bénin grâce justement au rôle que l'État a joué, qui reste un rôle régulateur et non pas
un rôle d'opérationnalisation. En termes plus clairs, l'approche internationale qui est la norme essentielle en matière de mise en place de crédit et de microcrédit est l'approche du faire-faire. Or, si c'est le gouvernement qui met en place des politiques, c'est son rôle, mais qui en même temps met en œuvre les accompagnements en matière de crédit, c'est davantage à l'avance voué à l'échec. Donc c'est clairement l'État qui a échoué ? Mais évidemment que c'est l'État qui a échoué, en ce sens que l'État n'a pas vocation à mettre en place directement des accompagnements. Il y a des professionnels de la chose, il faut se baser sur une dynamique qui met les professionnels en scène, lesquels professionnels ont les méthodes justement pour pouvoir accompagner les populations de sorte à ce que les résultats puissent être effectivement efficients. Daouda, vous partagez cet avis, c'est l'État qui a échoué clairement dans ce fonds de soutien à l'agriculture, puisque 6 ans après sa mise en place, les impacts ne sont toujours pas visibles. Bon, je pense que mettre en place un fonds de soutien à l'agriculture est à la base une chose positive, à mon avis. Maintenant, tout dépend de la mise en œuvre. Des bons projets, il y en a en Afrique, dans les tiroirs, dans tous les pays, de très bons projets. Maintenant, c'est la mise en œuvre qui pose problème. Et à ce niveau-là, je soutiens notre invité, effectivement. En tout cas, sur ce point de vue-là, c'est la mise en œuvre qui fait défaut. C'est-à-dire qu'on a du mal, en Afrique, les États ont du mal à libéraliser les secteurs. Quand vous êtes en privé et que vous venez investir, en quelque sorte, le jeu économique, l'environnement des affaires doit être tellement favorable pour les nationaux et pour les investissements directs étrangers également, de façon à ce qu'un acteur puisse venir proposer un projet, le faire financer et mettre en route. Par contre, l'administration est souvent une administration qui traîne les pieds, on va dire, à un moment donné, de sorte à ce que même des membres de la diaspora africaine, quand ils y vont avec un projet, ils ont peu de temps en règle générale pour dérouler quelque chose. Il y a tellement de lourdeur administrative et ça pose problème, ce qui fait que le projet, à un moment donné, ne peut pas se réaliser. Maintenant, sur la finance inclusive, je pense que c'est une bonne chose également. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte, l'État doit faire une législation favorable en tous les cas pour que cela puisse se développer. Maintenant, le problème, c'est aussi la question des garanties. Parce que finance inclusive ou finance classique, on demande quand même des projets viables avec des garanties. Et à ce niveau-là, le rôle de facilitateur que l'État peut jouer, c'est de mettre en place éventuellement des fonds de garantie. Un dernier point, c'est sur l'harmonisation de ces politiques publiques. Là, on a vu, dans le cas du Congo, un fonds de soutien à l'agriculture. On a vu un programme national d'appui au développement local. Il y a aussi un programme de développement rural. Tout ça mérite d'être harmonisé pour qu'on aille vers l'efficacité des politiques publiques. Là, c'est un point important aussi. Alors, Monsieur Pouloulou, on pousse les populations à s'investir davantage dans l'agriculture, notamment pour répondre à cette urgence de sécurité alimentaire. Or, les politiques publiques ne vont pas en ce sens. C'est assez paradoxal. Non, je pense qu'il y a une mauvaise lecture parfois des pouvoirs publics des besoins réels de populations rurales. Moi, si je prends l'exemple de Congo, les deux Congos sont presque pareils. Souvent, le problème des paysans, c'est d'évacuer leurs produits vers le lieu de consommation, de vente. Et il n'y a rien qui leur permette, qui prenne en charge ce marché qui doit pouvoir absorber leur production. Déjà, absorber ce qu'ils produisent et le surplus qui doit arriver vers les grands centres. Or, ces aspects sont souvent négligés. Moi, je vois le problème de l'euro des dessertes agricoles qui sont vraiment négligés et même en donnant le plus de moyens à ces populations, leurs produits vont pourrir chez eux. Donc ça, c'est la première chose. Si, à ce niveau-là, les États vraiment reprennent ce problème en main, ils peuvent régler déjà une grande partie du problème. Quant à ce qui est de la production, de donner les moyens aux populations, il n'y a pas de problème. Moi, je remarque qu'à l'époque coloniale, les populations rurales arrivaient avec leur position vivrière à faire vivre leur famille et envoyer leurs enfants à l'école et en garder un peu pour eux. Aujourd'hui, on leur dit, voilà, vous devez produire pour vendre. On va vous donner les moyens de produire un peu plus. OK. Sauf que, même avec ça, on a l'impression qu'on tourne en rond. Et au Congo-Brazzaville, par exemple, on commence déjà à faire appel aux fermiers sud-africains. C'est devenu la nouvelle mode pour dire, tiens, nous, on n'y arrive pas. On fait venir les Sud-Africains. Ils ont réussi à le faire avec l'Afrique du Sud. Mais on oublie le contexte
dans lequel ils ont travaillé. C'est-à-dire que les gens n'étaient pratiquement pas payés. Donc je pense qu'aujourd'hui, le paysan à qui l'on apporte les moyens, on apporte un surplus de moyens, doit pouvoir gagner et évidemment pouvoir rester chez lui, là où il est. Or, si cela ne se fait pas, eh bien, il va venir vers les grandes villes et ça va déséquilibrer le pays. Alors, Madame Madougou, concrètement, est-ce que le Congo a les moyens d'atteindre l'autosuffisance alimentaire sur du court terme ? Je pense que oui, d'autant que la plupart des pays africains, quand même de plus en plus, à partir du postulat selon lequel nous disposons des terres arables et que nous avons de plus en plus des dirigeants qui prennent quand même conscience, au-delà de ce qu'on peut imaginer, de la nécessité en fait d'appuyer le secteur agricole. Je vais un petit peu dans le sens de mon prédécesseur, mais en disant qu'il y a quand même une évolution ces dernières années dans certains pays. Quand vous prenez par exemple des pays de l'Afrique de l'Ouest comme le Bénin et le Togo, il existe des fonds nationaux comme celui qu'on a vu, mais qui se basent sur des partenariats avec le secteur privé à même justement d'appuyer ce secteur-là et surtout qui développent des produits spécifiques au secteur de l'agriculture. Quand vous prenez le Fonds national de la microfinance au Bénin, aujourd'hui, le Fonds national a un produit qui s'appelle le financement de l'agriculture en milieu rural. Quand vous prenez également le Fonds national de la finance inclusive au Togo, ils ont un produit également qui s'appelle par exemple AgriCEF, qui est l'accès des agriculteurs aux services financiers. Et quand vous prenez ces produits, c'est le financement de la chaîne de valeur de l'agriculture. Et il a cité tout à l'heure, par exemple, il y a certains agriculteurs qui n'ont peut-être pas besoin d'appui au niveau de l'étape de sarclage et autres, mais qui ont besoin d'appui au niveau de la commercialisation ou au niveau du transfert de la récolte ou de la transformation ou autre, ou du stockage. Et donc aujourd'hui, il est important d'identifier la chaîne de valeur agricole comme effectivement une chaîne qui a plusieurs maillons avec des besoins spécifiques au niveau de chaque maillon et de comprendre que chaque agriculteur ou groupement d'agriculteurs a des besoins spécifiques en fonction donc de l'activité qu'il mène et surtout des contingences de son milieu. Et il est important, pour finir sur ce petit point, d'identifier une fois les besoins, mais aussi d'apporter une réponse, et c'est le rôle de la finance inclusive, d'apporter une réponse adéquate aux besoins identifiés, mais dans la durabilité. Parce que ce qui est important pour la finance inclusive, c'est que les appuis, vous avez vu un peu l'expérience du Congo, il faut que les appuis soient pérennes. Il ne faut pas que ce soit des appuis spontanés, mais qui malheureusement se voient limités dans le temps parce qu'on ne fait pas de la finance inclusive si malheureusement on ne s'inscrit pas dans une approche qui regarde la durée. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On met tout de suite.